hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Une vie entre deux océans, un film avec Michael Fassbender et Alicia Vikander. J'avais une très grosse attente au sujet de ce film. La bande-annonce était vraiment très prometteuse, le casting également, et même le réalisateur m'intéressait. Il a notamment réalisé The Place Beyond the Pine, un film vraiment exceptionnel, surtout pour sa réalisation. J'avais donc une grosse attente à tous les niveaux. Au final, je dois dire que le film m'a un petit peu déçu. Certains passages traînent un petit peu trop en longueur et les acteurs ne sont pas toujours aussi justes que je l'espérais. Michael Fassbender, lui, est superbe du début à la fin, aucun problème avec lui. Mais Alicia Vikander, par moments, manque un petit peu de réalisme. Un petit peu surpris de ça, parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui a fait des rôles superbes, mais là, elle n'est pas au top de sa forme. Peut-être un problème au niveau du réalisateur, qui a mal su diriger son actrice, mais en tout cas, sa performance ne m'a pas convaincu. L'histoire nous présente donc l'histoire de Tom, un homme qui revient de la guerre de 14-18, et qui souhaite s'isoler, loin de tout, histoire de se ressourcer et de reprendre quelque peu goût à la vie. On comprend que le personnage a vraiment souffert pendant la guerre. Être aimé de vous m'aidera à ressentir à nouveau des émotions. Il acceptera donc un poste sur l'île de Janus où il pourra travailler et gagner sa vie en tant que gardien de phare. Un poste vraiment particulier car il va se retrouver seul sur une île pendant toute une année, voire même plus de temps parce que par la suite il va accepter un plus long contrat. Et du coup il se retrouve vraiment tout seul sur cette île. Regardez ce que j'ai créé! J'ai fait du feu! Une condition de vie difficile, mais apparemment ça ne lui fait pas peur. Il souhaite justement s'éloigner de l'homme et de tout ce qu'il peut engendrer. Il se retrouve donc seul sur le phare et par la suite il fera donc la rencontre d'Isabelle, incarnée par Alicia Vikander. Même si je pourrais forcément reprocher que les personnages vont trop vite pour se mettre ensemble, j'ai quand même trouvé toute la scène de correspondance quand Tom est dans le phare et Isabelle toujours sur le continent, vraiment très intéressante, très sympa. Ce système de correspondance est rarement exploité au cinéma et là c'est très bien fait. Très cher Tom, la première fois que je vous ai vu, j'ai eu l'impression de vous avoir toujours connu. Et je n'arrêtais pas d'imaginer ma vie auprès de vous. Je ne vous spoile pas vraiment le film en disant que du coup, le nerf de l'histoire, c'est qu'ils vont adopter une jeune fille vu qu'ils n'arrivent pas à en avoir. Qu'est-ce que je peux faire? Que dois-je faire? Sauf que cet enfant arrivera par bateau directement sur leur île et qu'ils vont l'adopter sans vraiment en avoir le droit. Vous avez une très jolie petite fille. Veuillez m'excuser. Ma sœur a vécu une terrible tragédie. Sa petite a disparu en mer. Plus tard, il y aura donc une altercation avec la mère, la vraie mère de l'enfant, qui essaiera de retrouver son fils. Qui essaiera de retrouver sa fille. La mère biologique est incarnée par Rachel Weisz, une actrice que j'ai beaucoup aimée par le passé, mais qui là n'est pas vraiment exceptionnelle. C'est bien, elle fait un très bon boulot, son jeu est propre, mais voilà, rien de magique et tous les passages de tristesse sont un petit peu soit sous-joués, soit surjoués, mais en tout cas, elle n'est pas vraiment au niveau forcément de Michael Fassbender. Le plus gros défaut que je pourrais faire à ce film, c'est qu'il traîne vraiment en longueur. Parfois c'est long, voire vraiment très long. Le film dure quand même 2h15, il aurait pu être écourté à quelque chose comme 1h45, je pense que ça serait très bien passé. Il est évident pour moi que ce film est destiné à un public quand même très cinéphile. Ce qu'il y a de vraiment le plus intéressant, c'est au final la réalisation qui est parfois magique. Il y a des plans superbes sur des couchers de soleil à n'en plus finir, à tel point qu'on se demande si dans le monde où ils vivent, il n'y a que des couchers de soleil, et si le soleil ne s'élève jamais plus haut que l'horizon. Car vraiment, du début à la fin, on a droit à de superbes scènes de coucher ou de lever de soleil. De très beaux plans sur la mer également, mais forcément, on parle d'un gardien de phare, donc on s'attendait à ce genre de choses. Mais au final, la plus grosse surprise de ce film vient de sa réalisation. Car là, on est vraiment sur quelque chose de très bon. Il y a des scènes vraiment qui m'ont marqué, qui m'ont touché et que j'ai trouvé superbes. Par exemple, je pourrais noter le moment où les deux acteurs principaux sont chacun sur un point de l'île et qu'ils voient arriver la barque avec le bébé qui pleure à l'intérieur. Un cri a soudain retenti. Isabelle! On peut donc suivre Tom courir jusqu'à la plage vers la barque. Là où c'est vraiment très intéressant, c'est qu'on suit également Isabelle. Le plan de caméra sur Michael Fassbender est fixe. On a à peine une petite rotation de la caméra, on voit le personnage courir dans l'eau, il transpire la force, la puissance, le courage. D'un autre côté, on a donc Isabelle qui est complètement dévastée suite à la mort de son enfant. On peut donc la suivre en train de courir, mais là attention, on n'a pas droit à un plan de caméra fixe, on a droit à une caméra épaule, portée donc,
qui bouge énormément et qui nous montre bien le désarroi du personnage, sa faiblesse, sa tristesse et en même temps quelque part sa force aussi et son désir de trouver un nouvel enfant. Vraiment un plan superbe et là vraiment c'est la réalisation qui fait tout. Forcément ce tournage a dû être délicat car toutes les scènes quasiment sont tournées à des moments précis de la journée avec des couchers de soleil et des choses comme ça. La scène de la tempête est également très impressionnante. Et forcément, il a fallu attendre une vraie tempête, une vraie grosse tempête impressionnante qui fasse ressentir au spectateur toute la puissance de l'ouragan. Cette scène est également très importante et vraiment très touchante, car les deux personnages sont à deux endroits séparés, l'un d'eux a un problème, sauf que du coup, avec la tempête, impossible de sortir et impossible d'aller le rejoindre. Une scène vraiment très forte. Toute la deuxième partie du film traite donc de la rencontre avec la mère biologique de Lucy, l'enfant qu'ils ont récupéré sur la barque, et de la culpabilité que va ressentir Tom d'avoir pris ce bébé qui n'était pas le sien. C'est une adorable petite fille, mais tu ne peux pas la garder. Elle a besoin de nous. Nous ne faisons rien de mal. Je dirais que c'est à partir de ce moment-là que le film commence à avoir certaines longueurs et que le montage aurait pu être raccourci légèrement. J'ai beaucoup aimé la façon dont a été montré et retranscrit l'époque. On nous parle donc d'une période qui est juste après la guerre de 14-18 et je trouve que les costumes, les décors, etc., ou même la façon dont c'est filmé, nous montre vraiment bien la période. Et je trouve que c'est rare de la voir aussi bien mise en avant. Alors un autre petit détail de réalisation qui m'a vraiment beaucoup marqué, que j'ai trouvé vraiment splendide. Quand le personnage de Tom arrive sur l'île, on découvre donc l'île de Janus, qui est vraiment très austère, très sombre, où il y a seulement le phare pour vivre, rien d'autre. On pourrait croire qu'il va passer des années terribles quand on voit seulement le phare et pas de maison à côté, et que l'île est filmée la plupart du temps de nuit ou sur des zones un petit peu sombres. Et même l'île en elle-même, on ne montre qu'un paysage désertique, moche, et où personne ne voudrait vivre. Et c'est là que c'est intéressant parce que quand Isabelle arrive sur l'île, avec sa joie de vivre et sa fraîcheur, elle découvre une île magnifique, avec une superbe petite maison très coquette, juste à côté du phare où ils peuvent vivre, et ce qui nous montre bien la différence de point de vue des personnages. Au fur et à mesure du film, on a en plus le personnage de Tom, qui verra au travers des yeux de sa femme l'île d'une toute autre manière. De la joie entrera dans sa vie et donc la vision de l'île qu'il aura va au fur et à mesure évoluer. Bravo à la réalisation pour ça. Janus, mon île. Isabelle, mon amour. Au niveau de la musique, je dirais que j'ai été quelque peu déçu. Alors j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait un piano dans le phare, et donc que le personnage d'Isabelle en joue elle-même, ce qui nous englobe bien la musique, ce qui nous fait qu'elle appartient vraiment à l'histoire et non pas juste parce que nous on entend, ce qui pose vraiment un beau contexte sur les événements. Le problème, c'est que du coup, à part les quelques partitions de piano jouées par Alicia, la plupart du temps c'est quand même un peu creux, un peu plat et j'ai pas trouvé ça très prenant. Il y a un petit détail aussi qui me gêne au niveau de la bande son, c'est que du coup il y a une platine vinyle dans le phare, mais à aucun moment il ne l'utilise. C'est tellement bien dans les films quand le héros prend le temps de nettoyer un vinyle, le placer et mettre de la musique. C'est génial parce qu'il nous met la musique qu'il aime, donc on sait ce que le personnage aime, ça peut vachement nous donner d'informations sur le personnage. Et au final là on ne le fait pas, alors qu'en plus on nous montre qu'il y a une platine vinyle car on la voit dans pas mal de plans. C'est dommage, enfin, utilisez-le ce genre de choses, c'est bien, on aime voir ce genre de trucs, et ça ajoute vraiment un petit plus au film. Facile à faire, et c'est toujours un petit bonus quoi. Un petit peu dommage, car sur ce genre de film qui est vraiment très contemplatif, il est intéressant d'avoir de la musique prenante, qui permet au spectateur de durer dans le temps et de ne pas se perdre. Quelque part, même si les plans ne sont pas très intéressants et n'apportent pas grand chose à l'histoire, on apprécie juste la beauté de la réalisation et la beauté des images qui nous sont offertes, avec en fond une petite musique sympa qui fait qu'on reste vraiment dans l'ambiance. Alors que là, la musique nous lâche complètement, et sur un film aussi contemplatif, c'est vraiment problématique pour moi. Car bon, je pense qu'il faut le dire, le plus gros défaut de ce film, c'est d'être peut-être un petit peu trop contemplatif. On a presque trop l'impression que le réalisateur est en train de filmer juste pour nous montrer, regardez ce plan comme il est beau, je suis capable de faire ça, c'est magnifique, donc je vais pas le jeter, j'ai réussi à faire ce plan, il est parfait, je le mets dans le film. Alors oui, c'est vrai que les plans sont parfaits, c'est vrai que c'est magnifique, et je comprends qu'on n'ait pas envie de jeter des plans comme ça. Sauf qu'au final, on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de scènes qui ne servent strictement à rien, mais où on est juste là pour regarder la beauté du paysage, la beauté du plan et les capacités du réalisateur. Ce qui fait donc que ce film est clairement destiné à un public cinéphile. Même au niveau des cadrages sur les personnages, on reste parfois très longtemps sur un même personnage juste à le regarder contempler l'horizon. Alors les acteurs jouent bien, Michael Fassbender quand il regarde l'horizon est quand même très prenant, c'est magnifique de le voir, mais ça traîne quand même un petit peu quoi.
et un public non cinéphile, non averti par ce genre de réalisation, risque de lâcher un petit peu le film. C'est dommage surtout car la bande-annonce ne laissait pas vraiment ressentir ça. Du coup je pense que pas mal de gens sont allés voir ce film en se disant qu'ils allaient voir une comédie dramatique romantique, alors qu'au final, ils se retrouvent face à un film qui est vraiment intéressant pour sa réalisation. Les quelques minutes qui suivent vont contenir quelques spoilers. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller directement à cet endroit-là de la vidéo pour ne pas vous faire spoiler. Quand la barque arrive sur l'île, Tom découvre donc à l'intérieur un homme décédé ainsi qu'un bébé. Le problème, c'est qu'il doit donc déclarer techniquement l'arrivée de cette barque, de l'homme mort et du bébé. Par la suite, il ne le fera pas, comme vous avez peut-être pu le voir dans le film. Le problème, c'est que pourquoi ne pas déclarer tout simplement qu'il n'y avait pas de bébé dans la barque? Il a très bien pu voir arriver la barque avec un homme à l'intérieur et déclarer ça, tout simplement. Pourquoi prendre sur lui d'enterrer le corps de quelqu'un, etc. Pourquoi ne pas mettre le corps à la mer? Quelqu'un le retrouvera peut-être. Si personne ne le retrouve, bah, quelque part tant mieux pour lui. Si quelqu'un le retrouve, au moins il pourra dire que lui il y est pour rien, que c'est pas sa faute, c'est pas lui qui l'a trouvé. Autre problème à ce niveau-là, c'est que dans la barque, il y a un petit hochet avec un hibou, très mignon, très joli. Quelqu'un sait que ma fille est en vie. Mais du coup, il décide de le garder et de le donner à son enfant. Le problème, c'est que par la suite, des personnages verront le hochet, forcément, dans le berceau du bébé. Forcément, il y a un bébé, tout le monde va aller voir le bébé, va voir le hochet, etc., vouloir jouer avec le bébé. C'est le seul jouet qu'il y a dans le berceau. N'importe qui le prendrait et montrerait au bébé, regarde, il y a un petit hochet, gling gling. Le problème, c'est que forcément, les gens seront peut-être marqués par cet objet, surtout qu'il est de belle facture, que c'est vraiment un très beau hochet, et par la suite, c'est donc à cause de ce hochet justement qu'ils vont se faire retrouver. Pourquoi ne pas avoir jeté ce hochet, ou l'enterrer tout simplement, avec le cadavre du père, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Mais évidemment qu'on ne garde pas ça, c'est la pièce à conviction ultime, personne ne garderait ça, c'est n'importe quoi. On n'y croit pas une seconde. Alors que le personnage de Tom décide de le garder parce qu'il a des remords et que quelque part il espère que la vraie mère retrouvera son enfant. Il faut qu'on le dise. C'est sa mère. Je suis sa mère. On peut le comprendre. Le problème, c'est que le personnage d'Isabelle ne veut pas du tout rendre cet enfant. Donc pourquoi elle accepte de garder cet hochet? Elle pourrait tout simplement dire je l'ai perdu en allant faire une balade avec Lucie, et puis voilà, pas de souci. Et puis même en parlant de ce hochet, très honnêtement, l'insert qui est fait dessus est vraiment abusif. Quand le marin le prend et le regarde, on dirait qu'il le regarde pendant 10 minutes, ce petit hochet. Tout ça pour bien nous faire comprendre que plus tard, c'est lui qui va balancer et dire oui, le hochet, je l'ai vu dans tel berceau, et qu'il l'a bien mémorisé, etc. Mais enfin, le spectateur a compris, il a vu le hochet, il n'y a pas besoin de faire un insert où on ne voit que le hochet et le regard du gars, joli objet, pendant 10 minutes. Mon précieux est perdu. On a compris, il l'a vu, voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de rester aussi longtemps dessus. Là, ça fait vraiment, regardez, cette scène a de l'importance, là c'est important, regardez bien, c'est important. N'oubliez pas, c'est important. C'est complètement abusé à ce niveau-là, et du coup, on voit ça et on se dit, ouais, c'est bon, on a compris. Oui, on a compris. Voilà. Un petit peu dommage. Ça, c'est vraiment la réalisation à ce niveau-là, ça pêche un petit peu. Plus tard dans le film, toujours autour de ce hochet, on pourra voir donc le personnage de Tom le laisser dans la boîte aux lettres de la mère biologique de l'enfant. Le problème, c'est que pourquoi il ne laisse pas un mot avec? On a déjà vu plus tôt dans le film que 3 ans auparavant, il avait laissé un mot pour dire que le mari était décédé, qu'il avait été enterré dignement et de faire son deuil. Le bébé était en vie, bien important. À ce niveau-là, rien de choquant, pourquoi pas? Que le personnage ait besoin de se déculpabiliser en laissant un message à la mère qu'il a vu pleurer donc sur la tombe vide des 2 disparus en mer. On peut comprendre qu'il laisse ce message. Ça lui allège un petit peu la conscience, ça peut réconforter la mère, même s'il y a le risque qu'elle ouvre une enquête. Quelque part, ils n'ont rien, aucune chance donc de les retrouver et de les confondre. Le problème, c'est que par la suite, il va donc laisser le hochet dans la boîte aux lettres. Sauf que le hochet, il l'a mis dans le berceau de sa gamine. Donc forcément, quelqu'un l'a vu à un moment donné. Peu importe qui, mais quelqu'un a forcément vu ce hochet. Du coup, ils vont se faire retrouver par rapport à ça. Pourquoi laisser le hochet? Mais un autre mot, si t'as besoin de te déculpabiliser encore, donne des informations, mais ne laisse pas le hochet. You win. Perfect. Là, tu es sûr que tu vas te faire prendre si tu fais ça. Et en plus, il ne laisse aucun mot, rien du tout, quoi. C'est vraiment une invitation à le retrouver, mais sans pour autant donner trop d'indications pour qu'on ait toute une scène où la police fait une enquête pour le retrouver. Pourquoi tout ça? C'était pas plus simple de laisser tout simplement un mot avec marqué « J'ai votre bébé, je m'appelle Tom, je vis sur Janus ». Voilà, c'est tout simple. Là, plutôt que de nous mettre toute une histoire d'enquête de police, etc., enfin, ça sert pas à grand chose et c'est un petit peu dommage. Et je terminerai donc la partie spoiler en disant que Rachel Weisz,
qui joue la mère biologique de Lucy, pourrait être un petit peu plus compréhensif quand même, surtout vis-à-vis de l'enfant. Alors qu'elle en veuille à Alicia et Tom, qui ont recueilli l'enfant, qui lui ont pris son enfant, en sachant très bien que leur mère biologique était vivante, hein, vu qu'ils ont laissé un mot dans sa boîte aux lettres, là, d'accord. Qu'elle soit en colère contre eux, pas de souci. Mais elle est très dure avec l'enfant, je trouve. Elle lui dit non, c'est moi ta mère, tu verras pas ton autre mère, c'est pas ta mère, etc. Toi tu t'appelles Grace, tu t'appelles pas Lucy, forcément la gamine ne comprend rien. Elle est là, bah, ma mère c'était elle, moi je m'appelle Lucy, je m'appelle pas Grace, arrête de m'appeler Grace, tu m'appelles pas Grace. Mais non, on insiste, on insiste, on insiste. Il vous encule, il vous encule, il vous encule. Et je trouve que là, franchement, la mère biologique devrait être un petit peu plus compréhensive vis-à-vis de la gamine. La gamine, elle est traumatisée, c'est normal. Il faut être un petit peu, essayer de comprendre sa façon de penser. Au début, peut-être lui laisser voir sa mère quelques fois, histoire de faire passer un petit peu la pilule, quoi. Parce que là, c'est vraiment, on te prend du jour au lendemain, tu vis avec moi, et puis c'est tout, quoi. Je suis ton père. C'est compliqué tout ça, quoi. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Pour conclure, je dirais que je vous conseille d'aller voir ce film. C'est quand même un très beau film pour moi, surtout si vous aimez le cinéma et tout ce que ça représente. Mais d'un autre côté, si vous n'êtes pas trop cinéphile et que vous voulez voir quelque chose d'un petit peu léger et surtout quelque chose de simple à suivre, je vous conseille pas particulièrement ce film. Voilà, cette critique est à présent terminée. Vous pouvez me laisser votre avis dans les commentaires sur ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine critique. Ciao! Girl, you say you want it, and I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know where they